The 15th century was a time when the legacy of powerful African kingdoms were wickedly invaded by the West. The African people's rich and plentiful history was interrupted by slavery, genocide, and the deportation of Africans to new lands. The Great Kingdom of Congo was no exception. A century later, in 1704, a fearless young woman decided to fight for her country, and while she tragically met her demise and was burned alive on the 2nd of July 1706, she will always be remembered throughout her kingdom as Kimpavita, the mother of the African Revolution. Une jeune femme audacieuse, courageuse, qui s'est sacrifiée pour ses idées, pour son peuple, et qui était une espèce de porte-flambeau de la liberté des peuples africains. Kimpavita, au départ, c'est un modèle. C'est un modèle de courage, c'est un modèle de détermination, et c'est aussi ce que j'appelle un modèle d'assomption de la liberté. Personne frêle, mais très très intelligente, très forte de caractère, et je dirais qu'il y a cette grâce qui permet tout un chacun de se reconnaître dans cette personne. Il y avait l'esclavage, donc il avait atteindre l'esclavage. Il n'y avait plus le commerce d'esclaves. Dans ce petit temps de combat, il en a terminé. Elle a résisté et elle a posé des questions de conscience, nous permettant d'oublier la trahison de Mvemba, Alfonso Ier, et de revenir à nous-mêmes. Kimpavita was a young noblewoman of the Kingdom of Congo and was born in 1684 near the mountain of Kibangu. Her mother and father were Nsenga and Sava. The Great Kingdom of Congo, the birthplace of Kimpavita, is located on the southwest of Africa, on the Atlantic coast, created by Nimi Elukeni just before the turn of the 13th century. Le royaume Congo était de grands royaumes et empires africains qui ont existé avant la période de la traite des Noirs, avant la période de l'esclavage, avant la colonisation. D'après l'histoire racontée par les Bakongo et les recoupements historiques,
Le royaume aurait été fondé aux alentours du 10e, 11e siècle par Nimi Alukeni. Que a fundação do Reino do Congo foi o resultado La création du Royaume Congo est le résultat de la trajectoire faite par le peuple Congo à partir de Noubié, en suivant le Nil, Zimbabwe et autres où ils sont restés pour une longue durée et où ils ont créé le Congo Diampangala. criaram o Congo de Mpangala. E essa coisa Le Congo Diampangala était la première pierre sur laquelle ils avaient construit le Congo. construir o Congo. Les Bakongo sont comme toutes les grandes civilisations africaines, proviennent de l'Égypte antique. Et on pense que c'est après l'occupation de l'Égypte antique par Cambyse que les populations noires ont commencé à quitter l'espace de l'Égypte antique et qu'il y a une partie de ces populations qui s'est retrouvée dans la région occupée par les Bakongo. C'est que le peuple Congo vient de la vallée du Nil. Il y a eu une migration qui est partie de la vallée du Nil, qui est descendue donc, du côté est de l'Afrique, donc dans les actuels pays qu'on appelle le Rwanda, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Namibie, qui est remontée parce que, vous savez, nous on pense que les migrations se font comme ça. Non, les ancêtres étaient en train de chercher une terre qui donne le maximum d'énergie, c'est-à-dire des rapports avec l'immanent, donc avec Dieu. The kingdom united the north part of present-day Angola, the southwest of the Democratic Republic of Congo with the Congo Central Province and Bandundu. These form the western part of the current Congo, Brazzaville, west of Gabon, northwest Angola and the enclave of Cabinda. Larger cities such as Soyo, Wiji, Mbanza Congo, Matadi, Boma, Kinshasa, Brazzaville, Mouila, Chibanga, Pointe-Noire and Moanda are all territories filled with precious stones. The kingdom was ruled by the monarch Mani Kongo, also known as Mwene Kongo. The great state was divided into 6 major provinces, including Mbata, Soyo, Mpango, Umbamba, Umpayemba and Nsundi, and they were all managed by governors. The capital of the state was Mbanza Congo, Zita Dianza, which was seen as the centre of the world. The capital is now part of Angola, which is specifically in the province of Zaire. Royaume du Congo, comme dit Congo, c'est-à-dire l'ensemble, donc c'est mettre les choses en commun, donc dans l'ensemble. Le plateau de Royaume du Congo, qui est le bazar congotois, nous y trouvons 12 sources d'eau. C'est-à-dire ce sont des sources d'eau. Ils sont 12. Et les 12 identifient les 12 tribus qui ont créé anciennement. Et le fondateur l'ont appelé Mbanza Congo. Mbanza Congo, Kanda ya Congo. C'est-à-dire Mbanza Congo, Kanda ya Congo. Aujourd'hui, on comprend que Mbanza Congo, c'est-à-dire l'ensemble, la capitale du Congo. Kanda ya Congo, c'est-à-dire la grande famille du Congo. Mais je vais retourner, ça signifie quoi? Quand ils ont fondé le Royaume du Congo, ils étaient à 4 grandes provinces. Congo Mbangala au sud, Congo Mulaza à l'est et Congo Mpanzu au nord. Et ce qu'ils ont créé, ils l'ont appelé Zita Dianza. C'est-à-dire Congo Mbangala, Congo Mulaza, Congo Mpanzu et Congo Zita Dianza. Donc ce sont les 4 grandes provinces qui constituent le Royaume du Congo. Et en Mbanza Congo se trouve à Zita Dianza, où on trouve 12 rivières, 12 sources qui identifient 12 tribus fondateurs.
Le royaume de Congo, c'était une des plus importantes entités d'Afrique centrale. C'était à l'époque, avant l'arrivée des colons, donc c'est un pays qui maîtrisait l'industrie du fer, donc qui fabriquait donc du fer, du cuivre, qui fabriquait lui-même ses armes, et ça lui donnait une supériorité sur les territoires voisins. C'est un pays donc qui avait des minerais, de l'or, dont le commerce était très développé. Et donc, étant immense, il y avait des relations commerciales très fortes entre les différentes régions. Vous pouvez imaginer, c'était à base de la concorde, c'était à base de l'entendement. Ils devaient s'entendre pour créer le royaume du Congo. Et moi, j'ai même osé dire que non, c'était à base de la démocratie. C'est simple, parce qu'ils ont séparé le pouvoir. Les trois familles Makuka Matatu Malambi la Congo sont Nsaku, Mbanzu et Lukei, Onjinga. Donc, le 3 identifie les trois pouvoirs. Donc, Mbanzu, Nsaku, c'est le pouvoir religieux. Mbanzu, c'est le pouvoir militaire, c'est l'industrie. Et Njinga ou Lukei, c'est le pouvoir exécutif. Donc, Njinga ne peut pas exécuter le pouvoir qui ne lui appartient pas. Donc, c'était vraiment séparé. Eu vou celebrando através do meu canto a história gloriosa do reino do Congo. Eu vou celebrando através do meu canto a linda história do reino do Congo. Era o centro da cultura e da sabedoria, terra da tradição, Banza Congo, Banza Ferreira. Eu vou celebrando através do meu canto a linda história do reino do Congo. Era o centro da cultura e da sabedoria, terra da tradição. Banza Congo, Banza Vereda. Banza Congo, Banza Congo. In 1482, Portuguese navigator Diego Cao arrived at the mouth of the Congo River and was the first European citizen to discover a strong state which was controlling the trade in the region, boasting prosperity and economic development. Les Portugais arrivent dans le royaume Congo en 1482-83, conduits par Diego Cao. Et à partir de ce moment-là, s'installent des relations qui d'abord sont des relations de confiance, qui d'abord sont des relations de coopération. Et puis petit à petit, parce que le Portugais, en faisant ses voyages lointains vers des terres inconnues, était à la recherche de l'or, de l'argent, était à la recherche de l'expansion de leur espace économique. Les premiers aventuriers et chroniqueurs européens disent que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré un État tellement organisé, industrieux. Les gens-là il y avait tout. Ces gens-là étaient tellement industriels, organisés, avec des villes dont les avenues et tout ça. Pour faire nos institutions, nous avons eu du temps pour construire nos villes que vous êtes venus voir. On ne peut pas construire des villes où il y avait tout. Vous êtes venus, donc à cette époque, ils ont trouvé des avenues, ils ont trouvé des industries, ils ont trouvé tout ça. Qu'il y a des structures politiques. Ils ont trouvé tout ça.
Vous pensez que vous les créez spontanément comme ça? Quand on leur avait dit que le nom du fleuve était Nzadi, pour eux, jusqu'à aujourd'hui, tous les grands fleuves s'appelaient Nzadi. C'est pourquoi ils l'ont appelé Zaïre. Zaïre est un nom puissant, c'est-à-dire que le fleuve coulait très fort, avec la puissance. C'est pourquoi on l'a appelé Zaïre en Kikongo. The initial contact with the Congo people was peaceful, and Diego Cao and his team returned to report to the King of Portugal, later returning to the Kingdom of Congo in 1485 with priests Antonio da Porto, Jean de Costa and Sepúlveda in Soyo. In the same year, Diego Cao sought the agreement of King Nzinga Nkowu to bring 300 youths to visit his homeland of Portugal. Some dignitaries were taken to Portugal. Diplomacy and growing trade followed. Around 1490, Cao arrived with Catholic missionaries in the region. On the 3rd of May 1491, King Nzinga Nkowu was trapped by missionaries and forced to convert to Christianity, taking the name of Jiao the First or Don Nzuawu. The Congo pronunciation is Dom Jiao. With indoctrination complete, the king was immediately initiated by the royal family with a baptism and adoption of a Portuguese name. After such a grand acceptance of this new culture, those close in power and his former subjects also followed his example. This was the beginning of the decline of Congo power and subsequent domination by the West. Using Christianity and the Bible, Diego Cao assisted missionaries with imposing the Christian belief system in Congo. While this religious cleanse was happening, the Portuguese organized the industrial plundering of natural resources and initiated the deportation of masses of Congo people to Europe, America, and new lands. En 1491, sous le nom ils sont revenus, les Portugais sont revenus avec une mission qui était d'évangéliser le royaume du Congo. À partir des esclaves qu'ils ont capturés et qui revenaient au royaume du Congo comme des chrétiens, comme des Congo portugalisés. Donc ce sont eux qui sont servis des interprètes entre les Portugais et les Mexicans. Ils ont dit que il aimerait apporter la foi chrétienne dans le Congo. Et les vieux ont vraiment accepté ça, mais c'était pas ça. Parce qu'à l'époque, l'Église avait le pouvoir politique et militaire surtout. Et dès en 1491, il y avait déjà des problèmes. L'année, ils ont essayé de baptiser les Mankoumou avec le nom de Don Jean Ier, Don Jean Ier. Ils ont baptisé Saponevunda avec le nom de Don Manuel. Ils ont baptisé les fils de Ngankoumou et ils ont donné le nom de Don Afonso. Et donc c'était à travers le baptême qu'ils faisaient ça. Depuis le XVe siècle, la fin du XVe siècle, les Portugais donc avaient commencé à s'intéresser au Congo. Et avant les soldats, avant les conquistadors, c'était les missionnaires qui étaient chargés un peu d'affaiblir ces pays en christianisant les élites, en étant leurs conseillers et en les soulevant les uns contre les autres, en leur fournissant des armes et en essayant aussi de les obliger à participer au commerce esclavagiste. Donc ce pays qui était un grand royaume dans l'histoire de notre continent a commencé à connaître des soubresauts, des tensions, des divisions, des guerres civiles. Et petit à petit, la mise en place de la traite esclavagiste, le royaume Congo qui au départ était un royaume ami au royaume du Portugal, devient pour ces derniers une réserve
des esclaves. Et dans cette politique, dans cette économie des prédations qui se met en place, ça finit par détériorer les rapports avec le Portugal et par entraîner une dislocation, une désorganisation du Royaume Congo. Les colons, ils changent le nom de votre dieu. Banza Congo devient San Salvador. Les colons, ils changent la conception des dieux. Vous voyez? Donc, Dieu, tel que nous le connaissons, c'est l'ancêtre de nos ancêtres. Il ne l'est plus. Nous sommes obligés de prendre les dieux des autres ancêtres. Ça, c'est fait partie de ce qu'on appelle la colonisation. A few years later, Nkuru Nzinga died after being poisoned by his own son, Mvemba Nzinga, who was baptized Afonso under the missionaries' systematic purge of the African culture. On the death of Nzinga Nkuru, the elders appointed Mpanzu to succeed him. But in 1509, his son, Mvemba Nzinga, organized a coup to usurp him with the assistance of the missionaries and become the King of Congo. Believing that Christianity was a way to modernize his country, Mvemba Nzinga Afonso implemented forced baptisms and Western education, inviting Jesuit missionaries to open a Western school for 600 students. The king sent his son Luceni Luanzinga to Portugal and later became the first African bishop in the history of the modern Catholic Church, under the name of Don Enrique. The capital of the kingdom, Mbanza Congo, was changed to São Salvador Saint Saviour. In 1549, Mbanza Congo missionaries built the first Christian church in sub-Saharan Africa, situated in the place of the Congo traditional temple. The Portuguese presence was one of ultimate domination and a force to be reckoned with, as the Kingdom of Congo declined. The people of Congo became nothing more than livestock, forced to work on plantations throughout the West and the Americas. Déjà en 1491 vers la fin, ils ont commencé à se mêler avec des affaires publiques. De là, il y a eu déjà un grand trouble. De manière que Don Afonso Ier disait que non, si son père meurt, non, c'est lui qui devait être couronné comme roi. Mais ça ne fonctionnait pas comme ça dans le royaume du Congo. Alfonso Ier se convertit lui-même, mais Alfonso Ier veut imposer, c'est-à-dire fait tout pour que la religion des Portugais devienne la religion des Congo. Et donc, c'est une trahison qui va faire que l'évangélisation au sens politique du royaume commence lorsque de tout ça. Parce que la tête est décapitée. 1665 was the reign of the powerful Mani Congo Vita Nkanga Antonio I Ndutoni Malawu, who launched a patriotic struggle for the conservation of Congo miners for its inhabitants. His revolution led to the Battle of Umbwila, which took place in the city of Umbwila and opposed Congo citizens against the Portuguese and their Dutch allies. La bataille d'Umbwila, c'est premièrement une rivalité qu'il y avait entre les Kipanzu et les Ladza depuis l'époque de Don Alvaro. Et cette rivalité a continué jusqu'à occasionner la bataille d'Umbwila. La bataille d'Umbwila est une des grandes batailles historiques et Umbwila a été, si vous voulez, dans l'histoire, un verrou qui a d'une certaine façon scellé le sort du royaume. En fait, comme je le disais tout à l'heure, l'économie de prédation avec l'esclavage qui se met en place détériore le royaume. Et les Bakongo, c'est des gens qui n'étaient pas enclins à admettre cette politique. Et donc, puisque cette histoire n'était pas acceptée, le roi
Kangavita et ses troupes vont en fait essayer de chasser du royaume tous ces Portugais, tous ces commerçants qui menaient la traite de Noirs. Et cette guerre va culminer avec cette bataille-là. Mais la guerre d'Anguilla, il faut savoir que c'est pas... les Portugais n'avaient pas gagné. D'ailleurs, ils appellent ça bataille d'Anguilla. C'était une guerre que les Portugais n'ont pas gagnée, mais ils ont réussi à disperser la force armée, les forces armées du Congo. Les forces armées essentielles du Congo, on avait les Bayaka, on avait les Ambundu, on avait les Mtsundi, donc c'était pas une armée de Ndembo, c'était pas une armée de n'importe comment. A batalha de Anguilla não teria sucedido. La bataille d'Ambuila ne pouvait pas avoir lieu si Antonio n'avait pas le désir de conserver les ressources du pays. Comme on peut le constater, à partir de Don Gracia, le royaume a connu de sérieux problèmes qui ont occasionné la mort de plusieurs personnes. Deux ou trois fois, il y avait des invasions qui ont éliminé les cultures en causant la famine à la population et la mort successive de plusieurs personnes. C'est à partir de cette situation qu'est venue la fièvre hémorragique d'Ebola. Ebola a aussi occasionné 2 fois la mort de plusieurs personnes. Les Portugais ont beaucoup insisté sur l'élimination du royaume Congo. En réalité, leur idée était que le Congo devait disparaître du monde. Dans le même temps, des miliciens mulâtres venus du Pernambouc jouèrent un rôle majeur à la bataille d'Ambuila, préparée par le gouverneur d'Angola, André Vidal de Negreiros, ancien combattant des forces brasilicas victorieuses contre les Hollandais au Pernambouc et grand propriétaire de moulins à sucre à Paraíba. L'histoire enseignée par les colonisateurs nous ont appris qu'il n'y avait pas eu de résistance. Ils sont arrivés, il y avait des sauvages et ils ont dominé ces pays. Or, il y a eu des résistances, il y a eu des gens qui ont réfléchi, qui ont essayé de préserver toute leur culture et tous les pouvoirs africains. On the 29th of October 1665, at the Battle of Umwila, the King Vita Nkanga was stabbed and killed by a citizen and Catholic convert, who was a member of the Lassa clan. The story goes that when King Vita Nkanga fell on the battlefield, a Portuguese soldier rushed to decapitate his head, to bring Luanda, the current capital of the Republic of Angola, as a victory celebration for the Catholic Church, while the crown and sceptre belonging to the King of Congo were sent to Lisbon as a macabre trophy. Et ce qui va arriver malheureusement, c'est que les troupes portugaises prennent les dessus sur les troupes Congo. Le roi est tué et sa tête est coupée. Les Portugais fixent la tête du roi sur une lance et la portent comme un trophée. Au cours de la bataille d'Ambuila, meurt un défenseur de la nation. Le roi Nkanga Vita meurt. À 17h15, selon les rapports des Européens. Ils coupent sa tête, ils l'amènent à Luanda. Et ils ont mis cette tête dans la basilique de Luanda. Before his death, the great King Vita Nkanga left a testament to Congo citizens, saying, Congo tadi kadi baswoi basinga. Congo is a stone that should not crumble, but a fibre that should stretch and never separate. The kingdom faced almost 30 years of civil war, looting and arson attacks, because several head of provinces chose to dispute the power with the meddling assistance of the Portuguese, and this eventually put the kingdom's resources in danger.
Et à partir de ce moment-là, vous savez, en Afrique noire, ce sont des conceptions de vie qui sont très vitalistes. Et normalement, le roi détient la plénitude de la force vitale. Et donc, à partir du moment où le roi est tué de cette façon, c'est un traumatisme tellement grave pour la société qu'il s'ensuit forcément une grosse période de désorganisation. Parce que le roi, en tant que dépositaire de la force vitale, ne peut pas être tué ou mourir n'importe comment. Et vous remarquerez en Afrique, en général, dès qu'il y a un responsable politique de haut plan qui est tué de manière violente, les périodes qui suivent sont des périodes très chaotiques. In 1684, near the mountains of Kibangu, a young woman named Kimpavita was born, apparently prophesied by an ancient elder woman, Inengwa Mafuta, and gentleman Ne Kasola. Inengwa Mafuta, c'est elle qui avait initié Njimbavita, ou Kimbavita. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, les deux appartenaient dans le même plan social, c'est-à-dire ils étaient de Nsaku. Nsaku qui avait la responsabilité ou l'autorité religieuse. Donc, c'est ces deux liens qu'on peut établir entre Nengwa Mafuta qui est Nfutana Wembo et Njimbavita qui était aussi Nsaku. Elle a fait le même travail de restauration de la dignité Bakongo. C'est une prophétesse, mais elle a travaillé quelques années plus tôt. Elle a enseigné, elle a fait des miracles, mais son mouvement n'a pas eu l'ampleur de celui de Kimpavita. Trained within the secret society of Kampazi, in 1704, at the age of 20, the young Kimpavita died after suffering from a disease. Her body was kept for 3 days before proceeding to the burial. On the third day, Kimpavita woke up and caused panic amongst her family and residents. Alors, lorsque Kimpavita est âgée d'une vingtaine d'années, on est en 1704 à peu près, elle a une expérience mystique. Elle tombe gravement malade. Je pense qu'elle fait un coma. Je parle aussi un peu en médecin. Mon Kimpavita. Wa ukilu tadidila. Mon kinaya fuako. Entre plusieurs étapes, il y a une étape de mort et résurrection. Donc, quand la personne est possédée par les Nkita, qui sont les esprits, c'est une mort symbolique. C'est-à-dire qu'il est mort, littéralement. C'est une mort symbolique. Et quand il revient de ses fonctions, de ses sens, donc la personne perd ses sens, on dit la personne perd ses sens. Quand il reprend ses sens, et il commence à prophétiser. Tubakidikale nzengo mambo metu tukidi kuna nchaki mpeve ya bakulu betu ampemba kalunga kuna takedi evwandu kya nene yonzambi yetu ampungu tulendo yevita nkanga yo bakulu betu. Pendant ce coma-là, elle a des visions. Elle est visitée par l'Esprit de Dieu qui lui indique qu'elle a une mission par rapport à sa communauté. Et c'est en ce moment-là, après avoir été miraculeusement guérie, parce qu'on pensait qu'elle mourrait, c'est quand elle sort de son coma, qu'elle revient à la vie, qu'elle va se mettre au travail. Kimpavita began to preach and began to draw crowds. Mindele basweka nzambi munagwete wakahikibeni oulu luzaidivo
akulu wetu badizaila kala nzambi muno akondwa kwa mindele boso nzambi wa Kongo mtoto wa sambuka ya Kongo sanga mye mulushanga muna jinchingu zeno ye mvuate mye muluvuatanga kebena kwa mstadi mya nzambi ko kindoki kyawe kyokyo emindele mye mulumonanga kensadi mya nzambi ko oyao ke besadilanga nzambi muludiko oyao papa besadilanga yaki Vatican kuna Roma ke kwa kuko ekinchinu kyampa seke autuka idinavo tufeti nwana kibeni twavutile kinchinu kwetu bana kyatuka. Tout au début du XVIIIe siècle, une jeune fille Bakongo se lève alors que rien ne la prédisposait à devenir une meneuse de foule et commence à être une éclaireuse un peu de conscience et à parler autour d'elle aux gens de son village d'abord, de sa famille, et ça prendra de plus en plus d'importance. Et dire qu'on ne peut plus continuer à se laisser dominer comme ça par des étrangers, qu'il faut résister et obliger le roi à retrouver toute sa fonction initiale pour préserver le pays. Quand elle a pris conscience qu'elle pouvait justement mettre en question la société dans laquelle elle était assez jeune. Et donc elle a créé ce mouvement derrière elle pour dire voilà, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de la couleur que vous avez. Et que peut-être que le monde qu'on vous vend n'est pas le meilleur pour vous-même. Sur le plan spirituel, il rappelle aux gens de revenir à la vraie religion de Dieu, montrant que la religion chrétienne qui s'est installée, notamment qui s'est beaucoup épanouie avec Alfonso Ier, en fait ne correspondait pas au vrai message de Dieu, dans la mesure où les prêtres de l'Église catholique, pour la citer, qui prétendaient parler de Jésus-Christ, s'adonnaient à des pratiques qui étaient antinomiques par rapport au message divin. Trafic des esclaves, commerce, recherche du lucre et même souvent une certaine vie de luxure. Kimpavita preached from town to town and met young people, forming the Antonian movement, invoking the spirit of King Vita and Kango Antonio I, representing their model, a saint, because he died for the Kingdom of Congo. Their mission was to rebuild the kingdom, especially the city of Umbanza, Congo, which was left almost uninhabited and destroyed following the rivalry between pretenders to the throne and the damage caused by Portuguese troops. At the time, Kimpavita had already gathered more than 80,000 members in the Antonian movement. There was a succession dispute between Mpanzu a Mvemba Pedro IV, who fled to Mount Kibangu, and Nsaku a Tambutana John III, who helped Bula. The issue was that they all didn't want to live in Mbamza, Congo, for fear of being killed. Donc les gens quittent l'Église catholique, viennent à elle. Et troisième élément important du message, c'est cette notion de liberté justement, où elle rappelle et au roi, et aux Bakongo, mais surtout aux trafiquants d'esclaves, que les Bakongo sont des êtres libres, qui ne peuvent pas être réduits en esclavage, et que l'esclavage est contre la volonté de Dieu, et donc on ne pouvait pas avoir de l'esclavage en territoire Bakongo. Et donc, on pense que son mouvement va libérer des captifs, va désorganiser cette traite des esclaves, et c'est en fait ça qui va faire que, in fine, elle devient l'ennemi de tout le monde. Parce qu'elle s'adresse aux rois qui sont en train de détruire le pays, elle les tense et leur demande de faire ce qu'il faut faire normalement pour régner chez les Bakongo, donc aller à San Salvador, aller à Mbanza Congo, ce qu'ils ne font pas. Elle devient l'ennemi de tous ces Portugais qui étaient dans le royaume et qui détruisaient le royaume normalement en pratiquant le trafic des esclaves. Et donc à partir de ce moment-là,
Elle est aussi l'ennemi des prêtres, évidemment, dont elle vide les églises et dont elle montre les contradictions dans le comportement. Le père chrétien, le père catholique, utilisait la religion pour le commerce d'esclaves. Ça, c'est le premier aspect. Raison pour laquelle, quand le père passait, on les appelait Kadian Pemba. C'est-à-dire le démon est venu, parce qu'il symbolisait les trafics négriers. Et quand on parle de trafic négrier, selon le père, c'est vraiment. Donc la vie humaine n'avait pas d'importance. Et Nsimba Vita, son mission, c'était de ne plus que le trafic ne prenne fin. Que Kimpavika, je pense qu'elle a compris qu'en fait, il fallait ne plus accepter la condition des Noirs dans son pays et donc de se révolter quelque part. Some days later, Kimpavita and members of the Antonian movement set off for Mount Kibangu to meet the King Mpanzu a Mvemba Pedro IV. On her way, even the bent trees stood to attention. Gates opened themselves. People came out of their homes to join the group and began to pray with them. At the entrance of the city, the thunder began to roar and lightning rumbled shortly afterwards. Ce qui se passe en ce moment-là, c'est que le pays est divisé. Il y a plusieurs rois et aucun de ces rois-là n'accepte de vivre en Banza-Congo. Banza-Congo qui est la capitale du royaume. Et Kimpavita entreprend, sur le plan politique, d'aller rencontrer tous ces rois et de les convaincre d'aller habiter en Banza-Congo s'ils veulent absolument être roi des Bakongo. Parce qu'on ne peut pas être roi des Bakongo et ne pas habiter la ville fondatrice, la capitale. Ce qui s'est passé du fait est que l'ancien royaume du Congo était en chaos. Les gens avaient fui, ils n'habitaient plus le Banza-Congo. On chantait d'ailleurs Ntiyi Fudi, Ntiyi Awonsono Fudi. Le royaume du Congo est mort. Il n'y avait plus de personnes, la vie était déserte en Banza-Congo. Alors qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que le père a écrit, a rapporté, et que avec les Kimpasi, les gens ont commencé à regagner la capitale. Et après la mort de Don Antonio Vitakanga, il y avait deux autres capitales qui étaient nées. Donc Banza-Congo a cessé d'être la seule capitale nationale du Congo. Arriving at the royal palace of King Mpanzu a Mvemba, Kimpavita and her militants crossed barriers and entered into the courtyard of the royal palace, praying and singing, despite the interposition of some militaries and palace guards. In the courtyard, Kimpavita met the king and sat on his chair. With her words, Kimpavita tried to fulfill her mission, to bring the King Mpanzu a Mvemba to Mpanza Congo, to the capital of the kingdom, but he resisted. The King Mpanzu a Mvemba didn't say a word. He remained calm and lost his force. He was torn. What should he do? Follow the instructions of Kimpavita or those of his cabinet chief, Father Bernardo de Gallo, and his advisor, Lorenzo de Luca? Upon hearing the news, the priest Bernardo de Gallo and the Capuchin missionaries rushed to the king to try to persuade him to renounce Kimpavita's crown, as the Pope promised him a better one so his power would be recognized all over the world.
Donc depuis ça, c'est vrai que la jeune Kimpavita a représenté une telle menace parce qu'effectivement, elle a réussi à soulever le peuple qui, de village en village, la suivait, faisait de grands groupes de processions. Et donc Kimpavita veut un royaume rétabli dans ses limites et dans son organisation à l'origine, veut un royaume où les gens sont dignes et prospères et pas des esclaves potentiels. Kimpavita a rappelé aux gens quelque chose qui peut paraître trivial aujourd'hui, c'est de dire que devant Dieu, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, et que les noirs sont tout aussi enfants de Dieu que les blancs. Et donc à partir de ce moment-là, le blanc ne pouvait pas réduire le noir en esclave. Et c'est en se basant sur ce mouvement-là qu'elle a fait passer son message. Ce message de révolte contre la traite des Noirs. Ce message de la nécessité de réunification du Royaume Congo. Et ce message d'une vie correcte, complètement en conformité avec le message de Dieu. Il y avait l'esclavage. Donc Kimpavita termine avec l'esclavage. Il n'y avait plus le commerce d'esclaves à l'époque. Dans ce petit temps de Kimpavita, il en a terminé. Et il y avait la désorganisation. Dans le peuple, il y avait plusieurs rois, faux rois, et lui, il a restauré l'ordre. Kimpavita nous a fait comprendre que les dieux que le christianisme catholique a essayé de lever en Angola, en ancien Royaume du Congo, avaient d'autres intentions politiques et avaient détruit l'ensemble du Royaume du Congo. Mais Kimpavita nous a fait comprendre que non, nous sommes le maître de notre destin. Et nous ne pouvons pas laisser nos dieux. To prepare and strengthen herself and her followers for her revolution, Kimpavita and her disciples retired to the forest of Pendele. Kimpavita a pendant plusieurs mois essayé de restaurer le royaume. Un des premiers résultats marquants, c'est le fait que son mouvement a beaucoup grandi, s'est retrouvé un peu partout dans le royaume. Et puis, il y a eu un moment où elle avait disparu, elle avait pris congé. Et c'était aussi au moment où tous ses ennemis étaient en train de s'organiser pour pouvoir l'arrêter. Et ce qui était important déjà à l'époque, c'est qu'elle disait que la religion catholique nous apprend que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, mais dans le ciel, les anges ne sont pas que blancs, il y a des anges noirs aussi. Et que le Congo, c'est notre terre sainte, donc nous devons protéger. Donc de voir un peu cette espèce d'éclairage que cette jeune fille portait déjà sur son époque et qui a osé contester cette hiérarchisation raciale que l'Église imposait aux populations africaines qu'elle christianisait, c'était quand même très important. Ce qui fait que ça a dérangé les missionnaires qui étaient en place autour du roi Pedro VI et des élites, parce que les gens commençaient à se détourner de l'Église catholique pour pouvoir aller vers l'Église des Antonins et retrouver leurs cultes ancestraux avec un certain nombre de valeurs de fraternité qu'on enseigne dans le catholicisme, mais qui ne s'appliquaient pas aux Noirs. Kimpavita had acquired the type of prestige that threatened the king and the selected missionaries' power. For Kimpavita, the prayers of the Catholic Church were mere traps. Their religious ceremonies were offensive to the African spirituality, and trinkets, such as rosaries, were magical objects. One morning, Father Bernardo de Gallo and missionaries discovered that Kimpavita had a baby boy. This became one more reason for the missionaries to put her in conflict with Mpanzu a Mvemba, rumouring that the child was a result of a demonic relationship. One night in the forest of Pendele, the Antonian camp was under panic.
They were infiltrated by the Portuguese and the army. Many members were arrested, with some of them escaping. Fortunately, one of the Antonian members ran to inform Quimpervita. Quimpervita decided to wait for them to arrive and let Bernardo de Gallo's men arrest her. Alors, Quimpervita a eu plusieurs ennemis et puis tout le monde s'est coalisé pour la faire taire. Elle a été arrêtée dans la forêt et les prêtres ont utilisé le fait qu'elle avait un enfant pour la décrédibiliser et dire en un mot, votre sainte est une fausse sainte, la preuve elle a un enfant. Comme si avoir un enfant était incompatible avec la sainteté. Les missionnaires ont fait pression sur le roi, on l'a accusée d'être une hérétique parce qu'elle osait contester la religion. Et après avoir identifié qui était comme leader, donc ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté avec l'autorité du pape. Parce qu'à cette époque, il y avait déjà pas mal de signatures de traités qui étaient signés. Mais ce sont des traités du point de vue juridique qui ne sont pas prêts. On ne peut pas les considérer. Mais on a seulement une grande considérance en tant que document historique aussi. Mais du point de vue juridique, aujourd'hui n'a pas de sens, ni dans l'époque avait aussi de sens. On the 28th of June 1706, Father Bernardo de Gallo and other priests formed a court in public in front of the people to judge Quimpervita. During the questioning to ascertain the origin of the child she was carrying, Quimpervita said that the child came from the Holy Spirit. Didn't you know that in the Bible a woman has conceived of the Holy Spirit? And you, Virgin Mary? Nonsense. For them, Quimpervita had to publicly accept the lies. They insisted, but she refused. The priest's anger grew more and more on hearing the remarks they considered blasphemous. For Quimpervita, it ended with the royal court, led by Catholic Father Bernardo de Gallo, chief of cabinet of King Mpanzu a Mvemba Pedro IV, pronouncing a death sentence for heresy. Ils ont jugé Quimpervita comme qui s'aimait le trouble social. Sur certaines questions qu'on a fait à Quimpervita, il dit non, mais moi je crains, c'est pas le trouble social que je suis en train de craindre. Le pays était dépeuplé, le pays s'est réuni, et je ne vois pas le trouble social que je peux lui mettre. Donc, du point de vue politique, ils n'ont pas su la condamner. Alors, ils ont utilisé une autre façon, du point de vue religieux. Le procès qu'on a organisé contre Quimpervita est en fait le même procès, le même genre de procès qu'on avait en Europe pour Inquisition, à l'époque de l'Inquisition. Parce qu'au fond, Quimpervita a été accusé de blasphème par rapport à l'Église. Elle a commis des péchés par rapport à leur religion. Et donc, elle méritait, en tant que sorcière, d'être brûlée. Oui, c'est toute une autre histoire. Voilà ce que nous avons besoin pour que demain, on enlève le terme sorcier. Quand tu dis Ndoki, mais Ndoki aussi ne veut pas dire sorcier. Mais comme on ne maîtrise plus notre propre science, notre propre langue, on ne la maîtrise plus, on pense que Ndoki veut dire sorcier. Ça ne veut rien dire. Ce sont eux-mêmes les Européens qui vont le chercher. Je vous donne preuve, vous allez, recommandation de Léopold II aux missionnaires en partance au Congo. Il dit exactement aux missionnaires de tout faire pour faire disparaître tout ça dit, c'est tout ce qui est pouvoir, tout ce qui peut nous permettre de résister. Vous voyez ce qu'on va appeler Kindoki. On cherche un terme, c'est-à-dire que le Kindoki, c'est un comportement
qui est susceptible d'être puni par l'Inquisition. C'est-à-dire le tribunal qui a puni Kimpavita. The next day, Kimpavita was tied under a tree with her child on her back, and with her partner and secretary Barrow, priest Bernardo de Gallo ordered soldiers to torture them with a thorn stick, to force Kimpavita to give up her struggle and denounce her beliefs. But the brave Kimpavita just resisted. On the 2nd of July 1706, at 12 p.m, Devulu attended a show that was filled with dread as the crowd gathered in the main square of the city of the kingdom. A pyre was prepared for the heretic. Minutes later, Kimpavita, her baby and her companion were led to the woodpile, and their bodies surrounded by flames. This child that you are burning with me, the Son of God, will be born again to reveal hidden secrets. This was the last word of Kimpavita. Tangu bazitui bakoni batie wana le batumbi bakoni wana ye moko bakanga makolo na manani batie wana ti tangu atilisaki kozika bango bazo surveiller tangu ba Monique a commis poussière simanango bango bazwenze. Le 2 juillet, c'était le jour vraiment qu'elle a été brûlée vive. Mais ce que l'on sait que le jour normal qu'elle devait être brûlée, ça devait être le 30 juin, ou peut-être le 29. Parce que le problème aussi est d'actualiser le calendrier, c'est ça aussi un problème. Parce que l'idée de l'hérésie, c'est de brûler une personne vive pour dire aux gens que non, voilà, le démon, on l'a brûlé, puis il va suivre le chemin du démon, donc nous aussi, nous allons le brûler. Brûler une personne de Kimpasi à la population, c'était vraiment choquant d'un côté. Et de l'autre côté, comme il n'y avait pas du monde, les 30 jours du 29 et le 30 pour faire brûler, donc les catholiques ont utilisé les catéchistes pour voir s'ils pouvaient avoir du monde, qu'on servait de témoins, que voilà, nous avons brûlé les démons. C'est dans ce sens que Kimpavita a été brûlée le 2 juillet. Elle a subi le châtiment que cette église réservait à ceux qui parjuraient, à ceux qui blasphémaient à l'époque. Elle a été brûlée vive. L'astuce utilisée par les prêtres, c'est d'avoir appliqué une condamnation européenne dérivant de l'Inquisition en utilisant le Conseil royal pour faire condamner Kimpavita. Le Conseil royal a été instrumentalisé et on en arrive à quelque chose où finalement les prêtres ont atteint leur objectif, la faire taire, la faire brûler vive, mais en disant finalement que ce sont les Bakongo eux-mêmes qui ont condamné Kimpavita. En 1706, elle a été condamnée à mourir brûlée sur le bûcher, parce que c'est comme ça qu'à l'époque, depuis le Moyen-Âge, que tous ceux qu'on considérait comme hérétiques, anti-religieux, étaient sacrifiés et traités. Alors, la sentence est une sentence européenne, est une sentence liée à la mentalité de l'Inquisition. Et je pense que pour les prêtres, c'était une façon aussi d'annihiler toute trace, toute référence à ce qu'elle serait. Vous savez, les Bakongo ne condamnaient pas à mort
la peine de mort n'existait pas traditionnellement dans la société. Et qu'est-ce qu'on allait faire du cadavre de Kimpavita si elle avait été tuée par balle? On allait avoir un tombeau, probablement, qui allait servir de référence, alors qu'en la brûlant vive, on l'annihilait complètement. Elle n'existait plus. Mais c'est vraiment des pratiques liées à la mentalité européenne, à la mentalité catholique de l'époque. Donc, cette condamnation au bûcher, c'est aussi un peu comme une façon vraiment de dire à l'histoire et aux autres qu'elle a vraiment été condamnée par l'Église, en fait. Parce que même si officiellement c'est le Conseil royal qui a mené le procès et tout ça, mais en fait le Conseil royal est instrumentalisé par l'Église, par les prêtres, par les missionnaires. Et donc finalement, en la brûlant vive, c'est un peu comme si l'Église signait son crime. Et le 2 juillet, les Bakongo ont été meurtris, ont été choqués, ont été traumatisés, parce que cela ne ressemblait en rien à leur mentalité. Vulu eza nango na Kalambata mais eza zumbu eza na zamba kuna na makolo to kendeke 2 jours mais na avion 10 minutes pamba na hélicoptère bokomi na bino. Bato mboka na ye. Bato mboka na ye wana. Bato babukaka bakoni o batumbelaka ye. Tango na mundela bana omonela Valère. Zingi tubwa bananga munzila meno pierete kanyoka nikugana mbotenge yeni buna buwadila nenkamu kumbuza zingi tubwa bananga munzila meno pierete kanyoka. The influence of Mama Kimpavita continued to spread after her death. In effect, many of the prisoners of the Congo Kingdom who were sold as slaves were members of the movement of Kimpavita. Slaves were deported from the port of Cabinda or Soyo, where boats of the English and Dutch, who led the slave trade, were coming to procure slaves. Thus, the first slaves arriving in Brazil were Congo citizens. Congo citizens sold as slaves were also taken to Suriname, Jamaica, Barbados, Antigua, and Virginia in Port York, USA. Congo people also worked in coffee plantations in Haiti and South Carolina, USA, and later New Orleans in Louisiana, USA, where they brought their culture and their religion, the one of Kimpavita for the vast majority of them. Les membres du mouvement des Antoniens ont continué à exister en se cachant. Beaucoup ont été attrapés et réduits en servitude. Ce qui serait intéressant à raconter ici, c'est par exemple que très probablement des membres de ce mouvement mis dans les cales des bateaux ont été amenés aux États-Unis. Et puis aux États-Unis, il y a une révolte d'esclaves qui est célèbre. C'est la révolte de Stone. Et il est fort probable que ceux qui ont mené cette révolte d'esclaves étaient dans le royaume Congo des membres de l'église de Kimpavita qui ont gardé cette mentalité, c'est-à-dire cette nécessaire assomption de la liberté et ce grand sens de la dignité. Que même transportés de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont restés les mêmes. On n'a pas une nature d'esclave, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui nous mettent en servitude. Vous voyez donc le combat de Kimpavita, elle a soulevé beaucoup de questions. Elle est morte comme sorcière pour les Européens, c'est-à-dire pour les catholiques, mais elle est morte comme une sainte pour nous, parce qu'elle a résisté, elle a posé des questions de conscience, nous permettant d'oublier la trahison de Mvemba, Alfonso Ier, et de revenir à nous-mêmes. Donc, si la geste de Kimpavita avait abouti à la fin, on serait comme l'Éthiopie.
la période de servitude allait être courte. On a raté en ce moment-là. Mchimbavita, disons en 1704, avait pu terminer avec le trafic négrier au Royaume du Congo. Raison pour laquelle le Mbanza Congo a été repeuplé. Kimpavita est une référence en termes de courage, en termes, je ne répéterai jamais assez, en termes d'assomption de liberté. Elle est une figure de référence pour tous les Noirs conscients de la dureté, de la violence de l'histoire subie, surtout dans la rencontre avec les autres civilisations. Et en tant que tel, Kimpavita peut servir de modèle de courage pour tous les révolutionnaires et du fait que elle a été capable de mettre en place un grand mouvement alors qu'elle était dans un environnement hyper hostile. C'est aussi le signe que c'est possible. Et même quand nous croyons que c'est très compliqué, c'est très difficile, il ne faut pas baisser les bras. C'est très moderne en fait, l'image de Kimpavita est très moderne. Parce qu'encore une fois, je dirais que chaque génération, il y aura toujours des personnes qui vont dénoncer les injustices. Il y aura toujours des personnes qui vont se dire, tiens, un autre monde est possible. Et cet autre monde doit être meilleur. Je pense que fondamentalement, tous les héros des indépendances africaines, quelque part, c'est des gens qui soit connaissaient Kimpavita, ou soit ont été inspirés par le même esprit qui l'a animé. Et je pense que ce soit Patrice Emery Lumumba ici chez nous, ou Barthélemy Boganda en République centrafricaine, pour prendre ces exemples-là, c'est des personnes qui quelque part, sont dans la continuité de ce qu'a été Kimpavita. Je vais aussi prendre l'exemple de quelqu'un chez nous, Simon Kimbangu. Vous savez, Simon Kimbangu est resté une trentaine d'années dans les geôles de la colonisation. Simon Kimbangu a été condamné à la prison par un tribunal militaire. Et si quelqu'un comme lui, qui prêchait, a été condamné par un tribunal militaire et a été enfermé dans l'isolement pendant une trentaine d'années, c'est parce que probablement son message avait un grand fervent révolutionnaire. She was burned alive, but her ideals were not. Her fight was later revived in 1921 by the prophet Mfumu Kubangu. Very young, Kimpavita could not remain indifferent to the suffering of her people. She led a peaceful revolution against slavery, deportations, and massacres of the Congo citizens and the African people in general. And so we conclude that the history of the abolition of slavery cannot be taught in the world without citing one of the greatest contributions, Kimpavita, the mother of the African Revolution.